Bonjour, chers émotifs talentueux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre interview de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du burn-out chez les hauts potentiels. Tout un sujet, parce que nous savons tous que les hauts potentiels ont des caractéristiques qui nous en font une population potentiellement à risque. En prendre conscience permet de savoir comment prévenir le burn-out et même de le transformer en opportunité. Et donc, nous allons aujourd'hui faire un petit rappel sur d'abord qu'est-ce que c'est que le burn-out au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychique, pourquoi la population des hauts potentiels est-elle particulièrement ciblée, et puis comment on peut y voir une opportunité, parce que je reste moi personnellement convaincue qu'on peut y voir cette opportunité. Et pour parler de ce super sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bénédicte Cosda-Lamarque, experte dans la prévention de transformation du burn-out et en particulier auprès des hauts potentiels. Et puis Bénédicte accompagne également des dirigeants et des équipes dans leur transformation personnelle et leur transformation d'entreprise, ce qui est intéressant parce qu'on sait que le burn-out prend assez souvent racine, pas que, mais également dans le monde professionnel. Donc, son expertise va nous intéresser. Première question, hein, dans ce que j'ai amené, c'est est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est qu'un burn-out et les différents niveaux sur lesquels ça peut jouer, chez chacun Oui. d'entre nous? Alors effectivement, le burn-out, c'est un épuisement total. Ça veut dire que c'est un épuisement physique, mental, et ça ne se réduit pas à ça et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que c'est souvent vu comme, un signe de faiblesse, une difficulté qu'on peut avoir à un moment de sa vie. En réalité, c'est aussi un effondrement physiologique parce qu'au niveau des neurotransmetteurs et des hormones, en fait, par exemple, le taux de cortisol chute radicalement ainsi que d'autres, neurotransmetteurs, hein, dopamine, sérotonine et cetera. Et donc c'est pas juste qu'on se sent pas bien dans la tête, c'est qu'au niveau global, le corps dans son ensemble, y compris psychiquement, puisque ça nous met en face de modes de fonctionnement, est en butée totale, de son mode de fonctionnement, en fait. Quels seraient les indicateurs qui nous montrent qu'on est en burn-out? Parce que c'est pas toujours facile à admettre, hein. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais 33 ans. On n'en parlait pas encore de burn-out, mais quand même pas forcément quelque chose qui m'a fait plaisir. Donc je pense que j'ai reculé, cette capacité à voir ce qui se passait vraiment. Je sais que ça peut arriver. Donc à quoi on quels sont les indicateurs qui peuvent nous montrer que, peut-être ça serait intéressant de se poser les questions? En fait, ce qui, commence à donner signe, c'est vraiment une fatigue physique. On commence à être un peu, fatigué, on récupère pas quand on dort et puis il y a aussi, une usure qui se cumule avec la fatigue, en fait et quand, un signe, pardon, que je trouve, assez, explicite, c'est, si on part, 2, 3, 4 semaines en congé et qu'on revient et qu'on est toujours fatigué, alors là, effectivement et toujours usé quand on recommence à travailler et cetera, là, c'est vraiment le signe qu'on est vraiment en pré-burnout ou peut-être même déjà en burn-out. Quand on part une semaine et qu'on se fait du bien, on sert en famille ou n'importe et que, ça va, bon, mais c'est que c'était juste un coup de fatigue passagère. Le burn-out, c'est pas ça, c'est pas passager, c'est quelque chose de très profond qui s'installe et qui va, miner en fait de l'intérieur et avec évidemment des profils plus à risque que d'autres, pour générer, ces risques-là. Et donc c'est intéressant parce que moi j'ai parfois eu l'impression, parce que j'ai accompagné pas mal en individuel, hein, et parfois eu l'impression que certaines personnes, justement, tu parles de congés, pendant les congés, on a l'impression qu'on récupère de l'énergie, mais quand on rentre, on en repère. Est-ce que tu as pu constater ça également? Oui, tout à fait et c'est vraiment ça qui doit, totalement alerter. C'est-à-dire que, en fait, quand on est en congé, on sort de son environnement, on n'est plus, en train d'utiliser des schémas de fonctionnement qui nous mettent en butée puisque, ben, finalement les congés, en théorie en tout cas, c'est un moment où on est plus libre, on a moins de contraintes, on a moins de cogitation donc l'esprit est aussi focalisé sur des sujets différents, sur la famille, sur, prendre son temps, se relaxer. Donc en fait, ces schémas qui viennent, nous mettre en butée ne sont, plus ou en tout cas sont moins sollicités.
Par contre, quand on revient au boulot, ben, fatalement, on remet en œuvre, ce qui nous permet de fonctionner dans la manière dont on a l'habitude de fonctionner et c'est pour ça qu'on revient tout de suite, embutté, en fait. Et donc est-ce que je comprends que parce que c'est l'image qui est véhiculée, je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais est-ce que je comprends que le burn-out est systématiquement lié aux professionnels ou pas forcément? Alors, je dirais que c'est essentiellement lié, pardon, aux professionnels, mais on observe aussi des burn-out parentaux. Mmh. En fait, c'est la question beaucoup plus profonde de, «Mais quelle est ma place? Quel est le sens de ma vie? Je suis perdue, ce que je faisais juste là, je comprends plus, ça perd son sens. Je m'y retrouve plus» ou «Je souffre de ce qui se passe» et quelle que soit l'origine de ces situations, en fait, ça va nous mettre en burn-out. C'est vrai qu'on associe quand même plus généralement le burn-out à un environnement professionnel. En réalité, vraiment, ce que j'observe, c'est que la vie est intelligente et que pour nous mettre sous les yeux ce qu'on a à voir de nous-mêmes, ça arrive de différents côtés. Donc peut-être le déclencheur le plus visible et le plus évident est le déclencheur professionnel. Et ce que j'observe, ce que j'ai observé dans ma vie, mais ce que j'observe chez les personnes aussi que j'accompagne et qui sont dans cette situation de pré-burnout ou de burn-out, c'est que ça vient aussi s'exprimer d'une façon différente et avec laquelle on fait peut-être pas de lien sur l'aspect familial, sur l'aspect amical, sur l'aspect du sens profond de sa place dans la vie qu'on est en train de mener. Donc c'est vraiment plutôt multifactoriel. Merci l'intelligence de la vie. Ouais, oui, je te rejoins. Je dis toujours que la vie nous met, ce que moi j'appelle des ruptures de vie, hein. La vie nous met, face à un moment donné des moments, des obstacles qui en même temps peuvent s'avérer, comme des belles opportunités quand on n'a pas cette capacité ou pas encore cette capacité à entendre le message ou en tout cas à dépasser, ce qui est à dépasser. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu remets en avant, c'est, la question du sens. Parce que c'est souvent ça qui revient au niveau du burn-out, effectivement, hem, on parle j'ai En envie fait, de faire une peut-être oui, vas-y. oui, si je rebondis là-dessus, c'est un peu comme si, on avait un cheminement, un chemin de vie ou un axe qu'on prend, hein, sans parler, de quelque chose de compliqué, une voie professionnelle qu'on s'est tracée et puis on est en accélération sur cette voie pour plein de raisons, pour ses exigences personnelles, quelles qu'en soient les raisons. Et là encore, ça dépend des profils de personnes, mais et en fait, à un moment, il y a une bifurcation, mais on est tellement dans l'accélération qu'on la voit pas, la bifurcation et on continue tête baissée dans ce qu'on croit être juste, pertinent, la bonne voie et cetera. Mais il y avait cette bifurcation et en fait, c'était cette bifurcation qui était pertinente pour nous pour continuer, notre voie. Évidemment, c'est que des choix, hein, des choix de voie. Et en fait, au bout de donc si on avait bifurqué, ben, on aurait continué à cheminer, dans notre carrière ou autre, voilà, à cheminer et en fait, au bout de cette voie que l'on poursuit avec intensité, hein, parce qu'il y a une question d'intensité, hein, pour arriver à un tel niveau d'épuisement, c'est que, on y allait vraiment, franco. En fait, au bout, il y a un mur et le mur, en fait, même si on peut l'apercevoir, le tempérament et certaines caractéristiques, que qu'on peut avoir font qu'on se dit: «Non, c'est pas possible, ça va pas arriver, je saurais freiner avant» et en fait, on se prend en général le mur de pleine face et de plein fouet. Ce qui a l'avantage de nous effondrer au pied du mur et une fois qu'on est au pied du mur et qu'on peut plus bouger, eh ben, il nous reste cette opportunité de regarder peut-être, cette petite bifurcation au loin, qu'on aurait peut-être intérêt à rejoindre et de regarder ce qui est, à commencer par soi. Mmh mh. Ce qui explique que toute une série de personnes qui vivent un burn-out ne vont pas nécessairement retourner au même endroit ou dans le même travail ou dans la même fonction? Exactement, alors, oui, ça peut l'expliquer. Souvent les gens ne reviennent pas en fait dans le même job qu'ils avaient, mais parce qu'ils pensent que si on change l'extérieur, alors ça va aller mieux à l'intérieur. C'est-à-dire, D'accord. si mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc c'est une erreur et le fait de penser ça, ben, font que, par exemple, ces personnes vont changer de boîte, ou vont changer d'activité et en fait, vont refaire un burn-out, ou un autre burn-out et en réalité, on voit que le taux de rechute
je ne sais plus quel médecin en parlait, est de 30 à 40. Ah oui. Mais c'est normal, parce qu'en fait, ce qui fait qu'on ne refait pas de burn-out, c'est qu'on accepte enfin de voir ce qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas voir de soi et qui fait qu'à un moment, en le regardant droit dans les yeux, en se regardant droit dans les yeux finalement, on voit ces schémas de fonctionnement internes qui n'appartiennent qu'à nous et qui nous mettent en situation dans le mur. Et là, c'était un mur à cet instant, mais si je change de boîte, ça sera un autre mur avec une autre couleur peut-être, mais ce sera un mur quand même. Mmh. Donc Donc en fait, c'est voilà. ouais, mais donc guérir, parce qu'il y a une question ici que je vois dans le chat, hein, guérir d'un burn-out, faut-il d'abord accepter son burn-out avant d'avancer vers la guérison? Je sais pas, ce que tu as envie de répondre à ça? Alors, je dirais que c'est pas pour moi, c'est pas le sujet de guérir. On ne guérit pas ou c'est pas, qu'il y a ou qu'il y a pas guérison, en fait. C'est pour moi un non-sujet. Mmh. C'est-à-dire que le burn-out, c'est vraiment une opportunité d'accélération de soi. Alors bien sûr, c'est très difficile à vivre, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire puisque évidemment, je l'ai traversé, j'ai été arrêtée 1 an et cetera. Mais, en fait, c'est comme une accélération de la construction de soi. Donc c'est pas le sujet de guérir. C'est de gagner du temps dans sa vie pour se mettre le plus au clair avec soi-même grâce à cet, événement de vie qui vient nous fouetter, radicalement et qui fait que, parce que notre armure et nos armures, hein, parce qu'on en a un certain nombre ou en tout cas j'en avais un certain nombre, explosent et et en fait, parce que ces armures explosent, on a accès à notre matière intérieure et donc on a cette opportunité et se dire, que, finalement on va, continuer enfin commencer à se soigner ou à guérir, mais guérir de quoi, en fait? On n'est pas malade en soi, enfin, au-delà Non, de non. la maladie professionnelle, je mets ça de côté, c'est pas le sujet. Mais, on n'a rien à attendre, on a à exploiter tout ce temps présent pour en faire quelque chose dès le départ, en fait. Et c'est ça qui va nous accélérer, en fait. C'est ou on le subit ou on le transforme. Évidemment, j'ai une grosse préférence pour l'aspect, C'est ça le but, transformation. ouais. Mais c'est ça en fait, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une invitation à plonger en soi, et Oui, d'éviter le piège de se dire que c'est l'environnement qui, qui génère, alors ça ne veut pas dire que l'environnement n'a pas d'impact, mais à partir du moment où tu plonges en toi et que tu reconnectes à moi je suis assez aujourd'hui, je vais dire à ton essence, c'est comme ça que j'ai envie de dire les choses, hem, tu as cette capacité d'évaluer quel environnement te correspond ou pas et donc de te je suis même pas sûre que le mot protéger soit le bon, mais en tout cas t'aligner avec ce qui est juste pour toi. Est-ce que ma reformulation oui, te convient? oui. Tout à fait. Effectivement, moi, je ne suis pas confortable avec l'idée de se protéger. Mmh. J'ai entendu un peu toute ma vie: «Il faut que tu te protèges, il faut que tu te protèges», mais comment faire? Enfin, c'est une grande idée ça. À part me mettre dans l'impuissance, quand j'entends ça, ça produit pas grand-chose de constructif pour moi et en fait, en ayant traversé ce burn-out, ce dont je m'aperçois, c'est que, pour m'être retroussé les manches évidemment et comme un certain nombre d'autres dans leur façon de vivre, le burn-out, Hem, ça génère un ancrage et une stabilité intérieure, qui veut pas dire qu'on va pas être chahuté par la vie, qui veut pas dire que ça y est, tout est réglé, on est au bout de notre chemin, d'individuation. Ça n'a rien à voir avec ça, on a toute la vie pour cheminer. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses, de sujets qui s'installent, qui s'ancrent, qui se légitiment et qui sont des facteurs très importants de stabilisation. Mmh. Et en fait, quand cette stabilisation est là, elle constitue intrinsèquement par nature une protection. C'est-à-dire qu'il peut venter autour, ça peut secouer, ça peut être une tornade. En fait, on est bien au clair avec soi. Mmh. Et c'est ça qui protège. C'est qu'on n'est plus en train de se faire chahuter, ou en tout cas moins, parce qu'on peut l'être toujours. Ça m'arrive, hein, d'être chahutée par l'extérieur, mais c'est parce qu'il y a encore des sujets, un certain nombre, qui sont, voilà, à regarder plus en profondeur. Mais sur les sujets qui ont été, hem,
machiner, travailler, mâchouiller, pendant le burn-out, là-dessus, ça peut vanter, hein. Ça peut vanter. Mmh. Oui, j'aime bien l'image du bambou, pour illustrer ce que tu nous partages parce que c'est quelque part pour moi, j'aime la notion d'enracinement. Le bambou, il a des racines, hein, qui peuvent d'ailleurs être très, très profondes et je pense que c'est ça qui nous est, proposé. En tout cas, après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, dans l'enracinement, le bambou, en fait, il peut plier avec la tempête, il revient dans son axe et c'est un petit peu ça qu'on cherche et si je comprends ce que tu nous apportes, c'est, en travaillant sur ces éléments-là, c'est ça qu'on fait, en fait et c'est se permettre de, Oui. Hem, ça veut dire que la tempête, elle peut traverser, mais on Oui, reste ancré, en fait. de faire face à la réalité. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est que quand on se met en burn-out, c'est parce qu'il y a un décalage de sens. Mais pourquoi il y a ce décalage de sens? Parce qu'en fait, il y a à l'intérieur de la personne qui vit ça, un idéal de ce qui devrait être. Moi, je cherche ni plus ni moins qu'à sauver le monde et à transformer le monde pour le mieux, en toute simplicité. Et simplement, quand ma ma vision, mon idéal est confronté à la réalité qui est que, bah, une entreprise bouge, à sa vitesse et parfois elle peut pas bouger parce qu'il y a, l'homéostasie du système qui vient, entraver ça et qui fait qu'elle n'est pas prête. Mais moi, avec l'énergie que j'ai envie que ça bouge. Mais si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Et donc c'est la confrontation entre cet idéal et je sais que ce serait bien pour l'entreprise et la réalité qui est, elle est pas prête. Et ça, c'est ce qui amène en fait, ben, les personnes à buter, et qui génère finalement cette perte, de sens, entre autres, Alors, mais justement, en quoi le public concerné par le haut potentiel est-il plus, à même de vivre, une expérience, parce que c'en est une vraie, comme oui, celle du oui. burn-out? Ben, en fait, haut potentiel, ça veut dire que le fonctionnement du cerveau, n'est pas identique. Ça veut dire que c'est ultra stimulé en permanence. Donc le mental est suractif, surprésent. Ça veut dire que dans chaque situation, quand on commence déjà à être sous stress, parce que les hauts potentiels, en fait, sont soumis par la nature même de leur mode de fonctionnement, hein. J'inclus au potentiel intellectuel, émotionnel, hypersensible, Hypersensible, ouais. multipotentiel, hein. Pour moi, c'est je parle de tout ça, hein, quand je dis haut potentiel. En fait, cette surstimulation dans laquelle ils sont et dans laquelle ils se mettent, parce que c'est aussi un moyen d'alimenter le besoin de fonctionnement du cerveau, fait que, il y a une sorte de stress de fond qui est présent, en fait. Et on voit que dans les différentes phases avant le burn-out, on a la phase d'alerte qui est un stress ponctuel, la phase de résistance où on va lutter un peu contre le stress, mais les neurotransmetteurs déjà commencent, le cortisol commence à grimper plein pot et cetera, la sérotonine commence à baisser. Bon, ça commence déjà à bouger et puis il y a la phase d'épuisement où, chute, radicale de tout. D'ailleurs, je fais une petite digression légère, mais parce qu'elle me paraît fondamentale. Un burn-out n'est pas une dépression. Oui, Donc oui, oui. on peut aller vers la dépression sur un burn-out, mal, Pas pris en géré, charge, en enfin tout je cas, dirais, pas pris en ouais, voilà, ouais, pas pris, voilà, pas pas pris pas en charge, pris pas pris en adéquatement en conscience. charge. Mmh mh, mmh mh, mmh. Voilà, et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est que le taux de cortisol quand on est en burn-out est extrêmement bas, alors qu'en dépression, il est extrêmement haut. Donc D'accord. même physiologiquement, il y a une vraie nuance qui peut différencier, les 2. Donc en fait, cette digression mise à part, mais c'est important, hein, parce qu'il y a une assimilation et donc une culpabilisation aussi qui se fait, voilà, et qui est caractéristique aussi des hauts potentiels, qui est ce niveau d'exigence, de vouloir toujours faire bien ou faire mieux ou creuser les sujets ou être professionnel. C'est des gens qui sont en général surinvestis. Ça ne veut pas dire que tous les gens toutes les personnes surinvesties sont au potentiel. Mais quand il y a un cumul de paramètres, de mental suractif, de surexigence, de surinvestissement, de vouloir changer le monde,
d'hyperréaction, dans certains cas à l'environnement et cetera, Perfectionnisme ou aussi, hein, d'être de perfectionnisme et mmh cetera mh. que je mets avec l'exigence, hein, exigence pour soi, hein, qui est le perfectionnisme, à commencer par soi. En fait, tous ces facteurs-là font que quand finalement, entre guillemets, on est en train de pédaler au sein d'une entreprise pour aboutir à l'objectif qu'on s'est fixé ou qu'on envisage, pertinent, qui est l'idéal que l'on perçoit pour l'entreprise et que, ben, on prend la réalité telle qu'elle est en face, ça vient chambouler et perturber toute cette, sorte de sens qu'on met. On est surexigeant, mais ça produit pas, on est et en plus, je rajouterais que l'autre paramètre, c'est que dans le fonctionnement du cerveau, au potentiel, il y a aussi une interaction, cerveau gauche, cerveau droit. Je schématise, on sait bien que c'est pas si simpliste, cerveau gauche et droit, mais il n'empêche qu'entre les 2 hémisphères, il y a aussi un corps calleux qui est ultra actif, chez les hauts potentiels et que donc finalement, il y a une capacité pour un certain nombre à utiliser de façon particulièrement fluide ces 2 hémisphères et d'analyser le réel, d'une façon extrêmement complète, qui est à la fois mentale, logique, rationnelle, ce qui se passe, le contenu, et à la fois non verbal, sous-jacent, perçu, et cetera. Ce qui Mmh. fait que, ben, en entreprise, il y a ce qui se dit et il y a ce qui se montre et c'est pas toujours la même chose et Non. donc il y a une perception accrue de ce décalage, comme tu viens de le montrer justement, qui fait que même si intellectuellement, il y a pas forcément de compréhension de ce qui se passe, il y a déjà une perception d'un paradoxe qui est à l'œuvre et qui vient totalement perturber, en fait, parce que, il y a, une alerte d'incohérence, en fait, si je l'exprime Oui, comme ça. donc oui, j'entends, il y a pas mal de signaux. Enfin, moi, j'aime bien, ça fait longtemps que je prends que j'ai cette gestuelle parce que, il y a des moments où c'est comme tu essayes de voir l'imaginette là et tu y arrives pas parce qu'il y a un truc qui est décalé. Mais quand on sait, quand on apprend à maîtriser son mode de fonctionnement et qu'on comprend pourquoi ça se passe, ça permet déjà de prendre du recul. Quand tu sais pas, en fait, tu as toujours l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui déconnait chez moi, comme si je savais pas voir net là. Enfin voilà, c'est mon image, mais ça fait écho à ce que tu viens de nous partager. Ce que je comprends aussi, Bénédicte, c'est qu'il y a quelque chose très en lien avec des attentes qui sont placées, trop haut. Je ne sais pas si le mot trop est, enfin, en tout cas, elles Oui. sont placées haut. Je ne sais pas si c'est trop haut, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre des attentes qui est intéressant à conscientiser quand on est à risque au niveau du haut Oui, potentiel? oui, tout à fait. C'est des attentes placées, très haut Mmh. et on peut dire que c'est trop haut quand c'est en décalage avec la réalité, en fait. C'est-à-dire quand on voit que le système, donc l'organisation, enfin notre système environnant est pas prêt, en fait, à répondre à ces attentes, est pas prêt à se mettre en mouvement ou à ce qu'on y aille ensemble, selon ce qu'on fait, en fait. Hem Ben, si là, il y a pas cette conscience effectivement que l'attente est inappropriée, est décalée, est incohérente par rapport à ce à quoi le système est prêt, là, ça devient trop haut et ça met effectivement en difficulté, voire carrément en échec. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on peut très bien dire à quelqu'un: «Beh, revois tes attentes à la baisse». Pas forcément, évident pour tout le monde. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait un gros travail par rapport à ça. J'arrive à lâcher beaucoup plus, mais j'étais incapable d'entendre ça il y a quelques années encore. Donc qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent par rapport à ça? Je trouve que c'est très difficile d'entendre de revoir ses attentes à la baisse. En fait, c'est très laborieux. Moi, ce que je conseille aux personnes, que j'accompagne, c'est de se recentrer sur leur périmètre de responsabilité, en fait. C'est-à-dire que finalement, souvent les personnes à haut potentiel ont aussi une énergie importante qui leur permet de pouvoir, agir, en parallèle sur plein de sujets et tout est OK et tout a du sens, mais il y a, l'énergie et la motivation intrinsèque qui fait que c'est possible. Simplement, dans cette masse d'activités sur lesquelles elles sont en action, il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles elles n'ont que de l'influence.
mais elles ne sont pas maîtres d'œuvre. Et j'aime bien ce schéma que tu connais probablement, des 3 cercles concentriques Très influence, ouais. avec, voilà, la zone d'impact qui est donc ce sur quoi je suggère très, très fortement de se recentrer, qui est c'est la zone sur laquelle je suis responsable des actions, je suis responsable du résultat, donc j'ai la marge de manœuvre pour agir. D'assouplir ou de diminuer leur activité sur le cercle autour qui est la zone d'influence, qui est je n'ai pas la main sur ces activités, mais je peux influencer la façon dont elles vont se dérouler et je leur conseille de sortir totalement des activités de la dernière zone, qui est la zone d'usure, où elles Mmh. n'ont aucune influence et aucune responsabilité. Et en réalité, quand les personnes finissent par décortiquer ce qu'elles font, elles s'aperçoivent qu'un certain nombre d'activités sont dans la zone d'influence ou d'usure, parce que ça a du sens, parce que c'est important, parce que c'est bien, parce que ça leur fait plaisir. Oui, oui. Mais non. Oui, oui, mais c'est important, hein, de pouvoir effectivement tu nous donnes vraiment un joli modèle pour pouvoir, évaluer où place-t-on notre énergie et où, au contraire, sans s'en rendre compte, on est peut-être en train de se battre avec le vent, et ça va rien donner à part nous épuiser un petit peu plus et nous frustrer, ça va ensemble. Exactement, Mmh mh. exactement. Et justement, le ressenti alors quand la tête est très active, c'est difficile d'être connecté au corps parfois. Oui. Et ce qui me paraît fondamental, c'est de s'entraîner, en permanence, j'allais dire, pas le plus possible, c'est que c'est en permanence à être connecté, hem, à soi, à ce qu'on ressent parce qu'en réalité, on est notre propre matière. Donc plus on est à l'écoute de ce que le corps est en train de nous raconter, à un moment, dans une réunion et cetera, et plus ça va nous permettre de compléter avec pertinence la perception globale qu'on a du système. Et effectivement, quand on est, au potentiel, c'est parfois, pas si, naturel de faire ça et donc c'est ça me paraît effectivement Mmh. fondamental d'acquérir cette, pas cette routine, j'aime pas le mot routine, mais Cette cette conscience. habitude en fait Ouais. de cette conscience de soi, exactement, cette conscience globale de soi. Mmh. Et puis, ben, pour les personnes qui nous écoutent, parce que pour entendre régulièrement des personnes qui disent: «Ah mais moi je n'arrive pas à me connecter au corps». Je pense que si, tout le monde y arrive, parce que si je viens, pincer tes épaules, tu vas me dire: «Ah!» ou pas, en fonction de comment sont tendues tes épaules, mais, moi vous ressentez en principe la fatigue. Alors plus chez certains que chez d'autres, hein. Je pense que c'est un piège effectivement de ne pas la Ouais. ressentir, mais si vous prenez le temps, vous pouvez quand même, si vous vous posez, je pense d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se poser à cause de ça. Si vous prenez le temps de vous poser, vous allez sentir si vous êtes fatigué, en pleine énergie ou pas. Vous allez aussi sentir si vous avez des tensions dans le corps ou pas. C'est déjà un début, pour ressentir au niveau du corps. Je ne sais pas ce que tu as envie de proposer d'autre, Bénédicte, pour connecter, Oui, tout à pour fait. descendre dans le En corps? fait, oui, oui, exactement. Donc ce que je partage tout à fait ce que tu viens d'évoquer. Hem, Ce que je trouve utile, c'est, que parfois soi-même on est empêtré, dans son propre marécage. Finalement, j'aime bien prendre cette métaphore qui est que, quand on est, coincé dans une situation, on gigote, c'est un marécage et finalement qu'est-ce qui se passe quand on gigote dans un marécage? On s'enfonce et en fait là, on a besoin de quelqu'un sur la rive qui nous tend une corde, qu'on va attraper, qui va nous faire sortir de ce marécage, de cette situation dans laquelle on est embourbé. Le quelqu'un, c'est pas forcément la famille parce qu'il y a une implication affective, mais ça va être un coach, une coach, une thérapeute, n'importe. Et je rejoins, tu vois ce que tu disais par rapport au corps, c'est que, par exemple, quand, mes clients ou mes clientes ont du mal à se connecter au corps, en fait, je partage avec eux ou avec elle, ce que je suis en train de ressentir, qui ne m'appartient pas, qui est ce que je ressens. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'oppression, du mal à respirer, une boule là, et cetera. Mais moi, je fais la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et donc simplement en partageant, mon ressenti et en faisant l'hypothèse, hein, parce que je n'ai pas la vérité absolue, que, c'est ce qui est en train de se passer pour eux,
Alors ces personnes prennent conscience que c'est en train de se passer, dans leur corps. dans le Non corps? pas parce que, j'ai généré une induction et que, sous mon influence, il y a ça qui se produit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment qu'à un moment, ça reconnecte un circuit pour dire: «Ah ben oui, en fait, c'est ça qui se passe» et là, quand on est sur une émotion, par exemple, de tristesse, là, ça devient ou n'importe quelle autre émotion, n'importe quel ressenti. Ça devient intéressant parce que c'est de la matière à exploiter pour chercher ce qu'il y a derrière, ce qui est juste en train de se passer, en fait. Et donc, on peut continuer tranquillement et constructivement à creuser sur ce qui est en train d'émerger de soi. Mmh. Parce que pour moi, une chose, un des pires aspects, j'essaie de voir un petit peu comment je veux formuler ça, c'est de continuer à mettre le couvercle, hein, parce que j'entends bien que souvent il y a une peur derrière de voir tout déborder, mais au plus on en met dans la casserole et au plus on met le couvercle dessus, au plus à un moment donné, il va falloir que ça sorte, et ça, à ce moment-là, ça va être submergent. Sauf que quand on apprend tout doucement à accueillir ce qui vient, à se laisser traverser, comme tu le disais plus tôt, bah, on se laisse traverser et il y a plus rien de Mmh. submergent là-dedans ou très, très peu en tout cas. Mais je Ouais. pense qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir en être conscient. Oui et peut-être que, tu vois, sans l'avoir vécu, sans aller jusqu'au burn-out, on peut peut-être simplement, penser, même enfin les auditeurs et les auditrices, voilà, peuvent peut-être simplement penser à une situation qui les a mis en difficulté et où ils se sont retrouvés en surpression intérieure. Mmh mh. En fait, sans savoir comment agir et sans du coup, sans rien faire, en restant dans l'inertie, par défaut de savoir, ce qui pouvait être fait ou d'oser agir ou d'oser, voir, ce qui était en jeu pour soi, et donc ils ont, comme tu disais, mis le couvercle et ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent ce qui s'est passé après. C'est qu'en général, qu'est-ce qui se passe après? La vie étant intelligente, ma conviction, par le biais de mon expérience, hein, c'est que de toute façon, ce qui doit se manifester va se manifester. On est d'accord. Simplement, Je quand il y partage a en le tout cas. couvercle par-dessus, c'est comme quand on ouvre une cocotte minute, en fait, ça explose et donc en fait, au moment où les choses, c'est-à-dire, ce comportement qu'on avait essayé de mettre sous couvercle parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre pour avoir un entre-gens, suffisant, et acceptable sociétalement, en fait, ça va exploser hors de contrôle et donc l'intérêt, c'est de se dire quand ça émerge: «C'est pas confortable, mais je vais quand même essayer de regarder ce qui se passe pour, m'ajuster, pour agir, voire je vais aller voir quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner pour servir de miroir à ce qui m'est arrivé, pour me mettre les points sur les i et pour, voilà, m'aider à avancer, m'accompagner dans mon expérimentation de laisser, exprimer ce qui demande à s'exprimer et sur Mmh. lequel on n'a pas la main, en fait, hein. L'inconscient demande à devenir conscient. C'est notre processus d'évolution. Donc, enfin, Jung, a largement, écrit et agi sur ces aspects-là. Donc, je trouve intéressant d'anticiper pour ne pas subir, Oui, en tout fait, à fait, tout comme à on fait. peut, comme Et on puis peut, hein. et puis chacun son histoire, hein, je vais te dire, peu importe, ce qui nous arrive, l'idée c'est, de pouvoir conscientiser ce qui se passe, et de traverser à travers avec cette conscience pour pouvoir avancer dans ce que la vie nous apporte comme expérience. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Hem, J'avais envie, Bénédicte, parce que je trouve que la période est très particulière et je sais que je ne suis pas la seule à la trouver particulière. Il y a des vibrations qui changent. Moi, j'ai la vibration de la planète est en train d'être de plus en plus, intense, je sais pas si c'est le bon mot, mais, est-ce que à travers ce qui se passe actuellement, au changement vibratoire, est-ce que tu ressens certaines choses que tu peux observer plutôt, c'est plutôt le bon mot, certaines choses dans les personnes que tu accompagnes, qui modifient ce rapport au burn-out? Alors moi, j'ai vraiment la sensation, à la fois dans ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, et les personnes et les organisations d'ailleurs, hein, Oui. les équipes, les grandes boîtes, les associations, enfin quelle que soit la nature des organisations. Je l'observe, à la fois donc au niveau des systèmes et des personnes et je l'observe dans mon propre système aussi d'ailleurs. Je trouve que, en ce moment, je le formulerai comme ça, hein, chacun l'interprétera, comme ça lui parle, mais je trouve que c'est des énergies de transformation qui sont à l'œuvre. Je sien je sens je j'observe en fait que ça vient beaucoup secouer,
en fait, des sujets auprès, des personnes qui m'amènent ces sujets, hein, ou des organisations, des entreprises, hein, concrètement. C'est des sujets très en profondeur, qui sont très, très lourds, très plombants, en fait. Mais c'est comme si, effectivement, si je reprends l'image du couvercle que tu avais employé, on avait passé des décennies à mettre le couvercle au-dessus de ça, mais on n'a pas le choix, en fait. C'est comme si ça bougeait de façon massive en ce moment, et y compris au niveau sociétal. Moi, je suis systémicienne, alors c'est vrai que j'aime regarder le système en mouvement, et quand, même sans regarder ses propres clients, quand on regarde au niveau sociétal, quelle que soit l'interprétation qu'on puisse faire des choses, il y a un aspect très clivant. Ça Mmh. c'est bien, ça c'est pas bien, ou tu es Mmh. pour, ou tu es contre. Et en fait, ce côté clivant qui finalement arrive massivement dans la société, c'est une façon, quand on est clivé comme ça, de couper le fonctionnement du cortex préfrontal. Et c'est cet endroit-là qui nous permet de prendre de la distance par rapport aux situations, de réfléchir comment on se positionne, de prendre du recul, de mettre de la nuance et du discernement dans ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est énormément challengé en ce moment depuis, depuis 2-3 ans, hein, c'est pas Oui. juste là. Et je trouve qu'on est sur la lancée, qui continue, mais plus en profondeur, en fait, dans ce que ça vient secouer et laisser émerger. Donc Mmh. c'est inconfortable et c'est très transformant, donc c'est utile. Oui. Je le dirais Je comme je ça. te rejoins, c'est inconfortable, ça secoue. On reprend le mot que tu as mis en lumière tout à l'heure, mais pour moi, c'est, tellement important de pouvoir, faire ce chemin pour se réaligner à titre personnel, à titre sociétal, je pense également. Moi, en tout cas, c'est ma Tout à fait. conviction, ça n'engage que moi, mais on se Que rejoint. je partage. Voilà, on est au moins 2. Et C'est ça, peut-être une c'est ça. personne en convaincront, quoi. Merci Bénédicte, pour moi, c'est de plus en plus important de pouvoir nommer ça, hein, de parler de cette transformation dans laquelle on Oui. est. Donc merci d'avoir répondu à cette, partie-là également. J'aimerais terminer puisqu'on a déjà, dit beaucoup. On arrive au bout de cet échange. Hem, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux personnes qui, soit se posent la question parce que est-ce que je suis dans le burn-out, disent qu'elles ont un pied dedans ou qui sont dedans, qui veulent en sortir, peu importe. Mais quel serait le conseil que tu donnerais, aux personnes qui nous écoutent pour terminer cette interview? Alors déjà d'écouter les signes à la fois intérieurs du corps, d'usure, de fatigue, de mal à la tête, de mal aux reins, parce que ça veut dire que c'est les surrénales qui sont en difficulté avec la production de cortisol, et cetera. Donc plein de signes physiques, d'usure, de saturation, de culpabilisation, voilà, bon, de maux de tête, de j'arrive pas à récupérer, de je perds ma joie intérieure. Ça, c'est aussi un signe, intéressant à écouter. Je deviens triste. Moi, je regardais par terre, j'arrivais pas à marcher en levant les yeux parce que je me sentais profondément triste. Ça, c'est des signes vraiment à écouter. L'environnement aussi, mais c'est pas ce qu'on écoute, les enfants, la partenaire, qui va dire: «Oh, c'est bizarre, ben, tu es tendu en ce moment, tu es» voilà. Alors, ça peut arriver à plein d'autres moments, mais c'est intéressant d'écouter ça et d'écouter les collègues peut-être et d'écouter tous les signes de l'extérieur et de toutes les parties du système, y compris son système interne, qui viennent alerter et et de prendre le temps de, j'allais dire de se poser, mais non, ça n'a pas de sens parce qu'en pré-burnout, on n'arrive pas à se poser. En fait, on est vraiment comme un hamster dans la cage et c'est très, très difficile d'arrêter la roue. Mais de se dire: «OK, j'ai des signaux d'alerte, donc puisque pour moi-même, c'est peut-être compliqué d'arriver à faire un break, un step back une prise de recul sur ce qui m'arrive, je vais voir quelqu'un qui va m'aider à faire, cette prise de recul, qui n'est pas la famille, pour qu'il y ait pas d'implication affective Quelqu'un et de neutre. pour, mettre ça en perspective, de neutre, voilà et non impliqué affectivement, familialement ou autre, ou amoureusement et puis, peut-être, se questionner sur: «Qu'est-ce que je cherche à faire? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'amener au monde là et est-ce que le monde est prêt à le recevoir?» Quelle que soit la nature. Pour, mettre en perspective, en fait, un petit peu, toute l'énergie qu'on dépense
par rapport à toute l'énergie qu'on récupère, puisque quand on fait quelque chose qui est aligné avec nous, en général, on récupère de l'énergie. Oui. Donc si on n'en récupère pas, c'est qu'il y a un décalage quelque part, qui est intéressant à observer et à creuser. Et puis ces trois cercles concentriques, se recentrer sur sa zone d'impact. C'est ce que je dirais peut-être dans Merci beaucoup pour, tous ces éléments, en peu de temps, mais déjà pas mal de chouettes, apports, d'explications, de conseils à revenir à soi, très intéressant pour les personnes qui nous ont, écoutés. Merci beaucoup Bénédicte pour cet échange de qualité et à très bientôt à chacun. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.